Depuis plusieurs semaines, des images terribles circulent, des familles soudanaises entassées dans des camps, des enfants affamés ou encore des corps sans vie abandonnés au milieu des rues. C'est la triste réalité qui frappe le Soudan depuis avril 2023. Et comme beaucoup, j'ai fait partie de ces personnes qui ne savaient presque rien de ce conflit, ni même l'histoire du pays. Alors j'ai décidé de mener mes propres recherches pour vous expliquer de manière simple et claire ce qu'il se passe et surtout pourquoi cette crise est bien plus grave que ce qu'on imagine. En novembre 2025, le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, estimait que près de 12 millions de personnes avaient été déplacées de force. Parmi elles, 7,2 millions ont dû fuir leur foyer, mais restent à l'intérieur du Soudan, et 4,2 millions ont traversé les frontières comme réfugiés ou demandeurs d'asile. Quant au nombre de morts, il reste difficile à établir en raison de l'accès limité aux zones de combat et de l'absence de médias sur place, mais les estimations vont de 20 000 à 150 000 victimes. Avant d'aller plus loin, on est obligé de remonter le contexte historique. Le Soudan, autrefois, c'était le plus grand pays d'Afrique. Et je dis été parce qu'en fait, en 2011, le pays s'est officiellement divisé en deux. On a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre au Soudan, on fait référence au Soudan du Nord, dont la capitale est Khartoum. Sur le plan historique, le Soudan a longtemps été sous domination égyptienne puis britannique avant de devenir indépendant en 1956. Mais après l'indépendance, le pays a été marqué par des conflits internes et notamment des conflits ethniques entre les groupes du Nord et du Sud. Et ces tensions, elles ont provoqué deux guerres civiles. Alors je vous passe les détails chronologiques, mais la deuxième guerre civile s'est terminée en 2005. Malheureusement, après ça, la situation elle s'est pas améliorée. En fait, les tensions elles ont vraiment persisté jusqu'à ce que le Sud fasse sécession et devienne un État indépendant en 2011. Entre-temps, le Soudan du Nord avec une révolution, alors peut-être que vous vous en rappelez, c'est la révolution de 2019, et elle visait à faire tomber le gouvernement de l'ancien président Omar el-Béchir. Et c'est là que le conflit actuel prend ses racines parce que cette révolution, elle a plongé le Soudan du Nord dans une profonde crise. Et c'est à ce moment que deux groupes se forment. Donc d'un côté on va retrouver les SAF c'est les forces armées soudanaises, c'est un groupe qui est commandé par le général El-Burhan, et de l'autre côté on va retrouver les FSR. Les FSR c'est les forces de soutien rapide, c'est un groupe qui est dirigé par Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hameti. Et ce groupe-là, les FSR, les forces de soutien rapide, c'est un groupe paramilitaire extrêmement puissant et très actif notamment au Darfour, et eux ils sont accusés de nombreuses exactions. Faut savoir qu'au départ, El-Burhan, donc le chef des SAF, et Hameti, le chef des FSR, ils dirigeaient le pays ensemble. Alors c'était pas une vraie alliance, mais plutôt un accord provisoire, après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir. En réalité, qu'on soit clair, chacun voulait garder le contrôle. Parce qu'en fait, le problème, il arrive quand il est décidé que les FSR devaient être intégrés dans l'armée. Et ça, c'était c'était une étape en fait essentielle pour pouvoir remettre le pays sur la voie d'un pouvoir civil. Mais pour Hameti, qui est le chef des FSR, lui, en fait, il refusait de perdre son pouvoir, de perdre ses soldats et le contrôle de certaines ressources comme les mines d'or. On n'en parle pas assez, mais le Soudan, c'est un pays qui est extrêmement riche en mines d'or. Donc il refuse. Et à partir de là, la tension commence à monter, les deux camps se méfient l'un de l'autre, ils s'arment et ils se préparent. Alors, ils se préparent à quoi ? À la guerre, parce qu'en avril 2023, c'est là que la situation explose et que la guerre commence. Et faut vraiment le préciser, mais gardez en tête que c'est pas une guerre ethnique ou religieuse, ni quoi que ce soit. C'est une vraie guerre de pouvoir qui est menée par deux hommes qui veulent chacun diriger le pays et contrôler les richesses. On passe à un point important de cet épisode et c'est une question que vous devez sûrement vous poser. Où est-ce que se passent les combats ? Où est-ce que se passe cette guerre ? En fait, au début, les combats ils se concentraient principalement dans la capitale, donc à Khartoum, et c'est une capitale qui depuis est littéralement ravagée. Très rapidement, les violences elles ont commencé à s'étendre sur tout le pays, mais notamment dans certaines régions et des régions qui sont touchées de manière beaucoup plus grave, notamment dans le Darfour. Le Darfour, c'est une zone qui est située à l'ouest et qui est anciennement marquée en fait par un génocide dans les années 2000. D'ailleurs, c'était au Darfour qu'une rébellion avait éclaté et que le gouvernement avait décidé d'y répondre avec les Janjaouides. Les Janjaouides qui deviendront plus tard les FSR. Les Janjaouides, c'est une milice super violente. On va retrouver également le Kordofan qui se situe au centre et au sud, et certaines zones du sud et de l'est du pays. Le Darfour, ça va devenir l'un des points les plus noirs du conflit, parce que c'est là où on va retrouver des villages entièrement brûlés, des exécutions, des violences ethniques, des déplacements massifs, des agressions sexuelles, notamment des viols, et les populations civiles sont littéralement prises au piège. En préparant cet épisode, j'ai vraiment cherché à savoir qui étaient les FSR, et
il y a quelques petits points que vous devez retenir ici. Les FSR, donc les forces de soutien rapide, à la base, ils sont originaires des milices janjaouides qui étaient actives dans les années 2000 au Darfour. Ensuite, ils ont été fondés officiellement en 2013 comme force paramilitaire et ils étaient censés aider l'État à combattre la rébellion et assurer la sécurité, surtout dans l'ouest du pays. Mais avec le temps, les FSR, et je pense que vous en doutez, ils se sont transformés en une organisation devenue quasi indépendante de l'État, avec son propre commandement, ses revenus et des réseaux de recrutement. Et j'ai voulu essayer de creuser un petit peu plus et essayer de savoir ce que les FSR souhaitaient. Et il y a 3 points qu'il faut retenir ici. Alors les FSR, eux, ils cherchent à contrôler le secteur de la sécurité et ils veulent tout simplement remplacer la force militaire traditionnelle, donc les SAF, en prenant le contrôle de l'armée et des forces de sécurité. Le deuxième point, c'est qu'ils souhaitent avoir un pouvoir politique, voire même fonder un gouvernement parallèle. Et en 2025, les FSR avaient annoncé une formation d'un gouvernement dans les zones qu'ils contrôlent. Et le troisième et dernier point, c'est un point qu'il faut retenir parce que ça reste quand même assez important, c'est qu'ils souhaitent profiter des ressources économiques, notamment l'or, on en a parlé tout à l'heure, et des autres richesses minières ou naturelles pour financer leurs opérations et asseoir leur autonomie financière. Alors du côté des SAF, donc de l'armée régulière, les SAF, eux, leur objectif, ça va être de reprendre le contrôle total du pays et de rester la seule et unique force militaire légitime. Les SAF, eux, ils refusent qu'une milice indépendante comme les FSR partage ou conteste leur autorité. Leur priorité à eux, ça va être d'éliminer les FSR militairement, de reprendre toutes les villes tombées entre leurs mains et d'empêcher l'installation d'un gouvernement parallèle. Officiellement, eux, ils affirment vouloir restaurer un état stable et éviter la fragmentation du pays, mais en réalité, les SAF, ils cherchent aussi à préserver leur propre pouvoir, leurs privilèges politiques et leur rôle historique dans le régime soudanais. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette lutte de pouvoir entre les SAF et les FSR, elle n'a rien d'un simple désaccord militaire. C'est un affrontement total où chaque camp cherche à imposer son autorité au détriment de l'autre. Et comme souvent dans ce type de conflit, ce ne sont pas les acteurs armés qui payent le prix le plus élevé, mais les civils. Les combats, les sièges imposés à certaines villes, les déplacements forcés et l'effondrement complet des services publics, notamment des hôpitaux, ont créé une catastrophe humanitaire d'une ampleur énorme, d'une ampleur exceptionnelle. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils montrent à quel point cette guerre a bouleversé la vie de millions de Soudanais. Avec 12 millions de déplacés, le Soudan connaît l'une des plus grandes crises humanitaires actuelles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des familles entières qui parcourent des centaines de kilomètres à pied, sans eau, sans nourriture, pour atteindre les frontières du Tchad, du Sud-Soudan et de l'Éthiopie ou encore de l'Égypte. À l'intérieur même du pays, l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins est presque inexistant. Les hôpitaux sont littéralement tous détruits ou occupés par des groupes armés. Et les humanitaires n'arrivent plus à entrer. Si on a des associations aujourd'hui qui se rendent là-bas, ça va seulement être sur les frontières. Concernant les morts, je vous en ai parlé au début de cet épisode, les estimations vont de 20 000 à 150 000 victimes. Mais ce chiffre, il ne compte pas toutes les morts indirectes, parce qu'il y a eu des morts de déshydratation, de famine, de manque de soins et de violences invisibles dans certaines zones qui sont justement inaccessibles. Parmi les épisodes les plus marquants, on va retrouver la prise de El Fasher. El Fasher, c'est la capitale de la province du Darfour. Et je vous dis ici que c'est un épisode marquant parce que c'est une ville qui a été longtemps assiégée par les FSR et qui a fini par tomber entre leurs mains fin octobre. Et c'est un épisode qui est marquant parce que ça prouve la barbarie des FSR. C'est une population entière qui est prise au piège. C'est des familles qui sont affamées, qui sont assoiffées. Et puis c'est surtout des corps qui se retrouvent sans vie sur le sol pendant de longues semaines, pendant de longs mois. Et on a notamment le chef de l'aide humanitaire des Nations Unies, Tom Fletcher, qui avait déclaré que El Fasher s'était transformé en vraie scène de crime. Et dans son dernier rapport, Amnesty International indique avoir recueilli les témoignages de 28 survivants décrivant des atrocités commises à El Fasher, allant de l'exécution d'hommes non armés au viol de filles et de femmes. Alors j'aimerais qu'on passe à un point important de cet épisode-là, et c'est une question qu'on devrait se poser, parce que ça a été l'une des motivations de mon côté pour réaliser cet épisode, c'est pourquoi est-ce qu'on parle si peu de ce conflit, de cette guerre-là. Et en vérité, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce silence médiatique. Le premier point, c'est que c'est un conflit qui est assez complexe, qui peut être difficile à résumer en quelques minutes. Le deuxième point, c'est que en fait, on n'a aucun des deux camps, donc ni les SAF ni les FSR, qui sont soutenus par les grandes puissances occidentales. Et ça va faire que on réduit la couverture médiatique.
Le troisième point, c'est que les journalistes ne peuvent pratiquement pas entrer dans le pays. Et le dernier point, c'est que l'actualité internationale elle est dominée par d'autres crises, notamment Gaza, l'Ukraine ou d'autres tensions géopolitiques. Et je vous dis ça, mais en vrai, il y a aussi pas mal de conneries dont on parle sur les chaînes d'information, notamment les musulmans, j'étais obligée de le placer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un conflit qui est extrêmement grave. C'est grave ce qui se passe au Soudan parce que ce pays-là, aujourd'hui, il est au bord de l'implosion. Il n'y a plus de système de santé fonctionnel, il n'y a pas d'infrastructure stable, il n'y a plus d'école et il n'y a pas de gouvernement capable de protéger les civils. Donc vous imaginez un peu, on est au bord de la famine, on est dans des villes où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas d'hôpitaux pour pouvoir soigner les malades, pour pouvoir venir en aide aux personnes qui ont été blessées. En bref, on est sur une vraie crise humanitaire. J'arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais conclure sur le fait que ce qui se passe au Soudan, c'est pas juste un simple conflit entre deux généraux qui se battent pour avoir le pouvoir, c'est une vraie crise, une crise d'une ampleur dramatique qui est en train de bouleverser des millions de vies et c'est un pays entier qui est en train de s'effondrer dans un silence presque total. L'objectif de cet épisode, ça va être certes de rendre ce conflit un petit peu plus facile à comprendre, mais c'est aussi de vous pousser à faire vos propres recherches. Et comme tous les conflits, et notamment ce qui se passe à Gaza, ce qui est important, en fait, c'est de parler de ce qui se passe autour de soi et de partager tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je t'invite donc à partager cet épisode au maximum. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.